Avant de commencer, je vais peut-être me présenter rapidement. Donc moi, je suis sociologue, je suis un universitaire, je fais des cours. J'enseigne à des gens qui deviennent des préventeurs, puisque je fais des cours dans un UT qui fait de la formation en santé et sécurité au travail. Et je fais de la recherche, et ça fait 20 ans que je travaille sur le monde agricole. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est des recherches que j'ai menées depuis une quinzaine d'années, on va dire, qui portent sur la reconnaissance des maladies professionnelles et en particulier sur la reconnaissance des maladies professionnelles liées à l'exposition aux pesticides des travailleurs agricoles, mais pas que, parce que vous allez voir dans ma présentation, je vais évoquer le fait que les agriculteurs ne sont pas les seuls professionnels à être exposés aux pesticides. Pour faire ma présentation, je vais vous faire un petit rappel sur les maladies professionnelles. Je vais aller assez vite puisque ça a déjà été évoqué par les collègues de la MSA. Et puis ensuite, je vais vous parler de mes études, de mon travail que j'ai fait avec un collègue qui s'appelle Jean-Noël Jouzel. Et on va revenir sur un point en détail qui a été évoqué par les collègues de la MSA, c'est celui de la sous-reconnaissance des maladies professionnelles, c'est-à-dire du décalage qu'il y a entre le nombre de personnes qui s'engagent dans des démarches de reconnaissance en maladies professionnelles et le nombre de personnes qui pourraient s'engager au regard des données épidémiologiques existantes. Et donc moi, je vais traiter cette question-là en tant que sociologue, c'est-à-dire je m'intéresse aux mécanismes sociaux, politiques, qui expliquent cette sous-reconnaissance. Et vous allez voir, c'est des mécanismes assez divers et qui sont, à mon avis, intéressants à mettre en débat. Alors, je vais vous faire quelques rappels sur les maladies professionnelles. Donc, la notion de maladie professionnelle, ça ne veut pas dire maladie liée au travail. C'est une catégorie qui est en fait inventée à la fin du 19e siècle. La notion de maladie professionnelle, c'est une catégorie médico-administrative. Une maladie professionnelle, c'est une maladie qui est reconnue comme étant professionnelle par des organismes de sécurité sociale. Ça ne veut pas dire que ça couvre toutes les maladies qui sont liées au travail. J'ai des collègues qui préfèrent parler pour ça de maladie industrielle ou de maladie du travail. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de maladies, en fait, qui pourraient être reconnues comme étant liées au travail, mais qui font pas l'objet d'une reconnaissance en tant que maladie professionnelle. Alors, quand est-ce qu'elle a inventé cette notion de maladie professionnelle ? Elle est inventée en 1919, et en fait, elle est inventée tout au long du 19e siècle, à une époque où se produit un phénomène dans beaucoup de pays, en particulier en France, qui est l'industrialisation massive du travail, la mécanisation massive du travail. Et on constate que ça a des effets sur le corps des ouvriers, le corps des travailleurs. Et ça crée beaucoup d'insécurité juridique, à la fois pour les employeurs, qui peuvent être exposés à des procès en responsabilité civile si un travailleur les accuse de les avoir exposés à des conditions de travail. Et donc, un procès en responsabilité civile, ça peut avoir des conséquences financières qui peuvent couler une boîte. Et puis, ça pose des problèmes avant tout et d'abord pour les ouvriers, qui ont leur corps abîmé et qui, quand ils doivent faire des démarches en responsabilité civile, là, sont souvent démunis parce que mener des démarches en responsabilité civile, ça fait peser un poids très grand sur les ouvriers concernés, les travailleurs concernés, aller voir avoir un avocat, démontrer qu'il y a des liens. Voilà, tout ça pose beaucoup de problèmes. Et en fait, il va y avoir des débats tout au long du 19e siècle entre les organisations syndicales de salariés, les organisations syndicales de patrons, l'État, pour essayer d'imaginer un système. Et ce système, c'est celui des maladies professionnelles, qui est en fait la mise en risque des problèmes de maladies liées au travail. C'est-à-dire qu'on va créer en fait une assurance obligatoire qui va être créée avec la loi de 1919, qui va dire, OK, il y a des maladies qui sont liées au travail, ça on va pas y échapper, vu les conditions de la modernité, on va dire. Donc on va créer une assurance qui fait que si un travailleur tombe malade, il n'a pas besoin de démontrer que c'est son travail qui l'a rendu malade. Mais on ne va pas ouvrir ça à toutes les maladies, parce que sinon les employeurs vont payer toutes les maladies, c'est pas possible. Donc on va réserver ça à certaines maladies qu'on va identifier dans des tableaux de maladies professionnelles. Et puis on va limiter aussi la réparation que ça entraîne. C'est-à-dire que un salarié qui obtient une réparation en maladie professionnelle, il a ce qu'on appelle une réparation forfaitaire, il a une indemnité, mais qui est beaucoup moindre que celle qu'il obtiendrait s'il gagnait un procès en responsabilité civile contre son employeur. Donc c'est une loi qui est souvent présentée comme une loi de compromis, qui n'a pas été acceptée par tous les patrons quand elle a été mise en place, qui n'a pas été acceptée non plus par toutes les organisations de syndicats de salariés. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des organisations syndicales de salariés à la fin du 19e siècle qui disaient « Oui, mais attendez, si on met en place une assurance qui reconnaît les maladies liées au travail, c'est une façon d'accepter l'idée que le travail peut tuer, le travail peut rendre malade. Et le problème, c'est pas tant de réparer, le problème, c'est de prévenir. » Voilà. Et donc, c'est des débats qui sont toujours présents, en fait, dans notre monde contemporain, parce que le principe, la philosophie de la loi de 1919, elle existe toujours, avec cette idée, il y a des présomptions d'origine pour certaines pathologies qui sont listées dans des tableaux de maladies professionnelles. Donc là, je vous mets l'exemple, on en a parlé tout à l'heure de 3 tableaux de maladies professionnelles, je vais revenir
l'exemple du dernier tableau maladie professionnelle du régime général agricole, qui concerne donc les exploitants agricoles et les salariés agricoles, celui sur le cancer de la prostate. Si vous avez un cancer de la prostate, si vous avez été exposé à des travaux exposant habituellement aux pesticides et qu'il y a un décalage entre la déclaration de votre cancer et la dernière fin de votre exposition qui est inférieure à 40 ans, vous n'avez pas besoin en tant que salarié de démontrer que c'est bien les pesticides qui vous ont rendu malade. C'est automatique, c'est ce qu'on appelle la présomption d'origine. La contrepartie de ça, c'est que la réparation que vous allez obtenir, elle est inférieure à celle que vous auriez obtenue si vous aviez obtenu une réparation en procédure en responsabilité civile. Donc ça se met en place en 1919. Alors, en 1919, ça ne concerne pas du tout les exploitants, les salariés agricoles. Il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que ça se mette en place pour les exploitants, les salariés agricoles. Ça, c'est assez classique. Si on regarde l'histoire du droit de la sécurité sociale, les agriculteurs, en général, ont eu des droits qui leur ont été ouverts, des droits sociaux, plus tardivement que les salariés du régime général. On va revenir un petit peu là-dessus. Mais ça s'est mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, ça existe à la fois pour les salariés du régime général, avec des tableaux de maladies professionnelles du régime général que vous pouvez trouver sur le site de l'INRS, qui permettent d'obtenir en cas d'arrêt de travail des indemnités, en cas d'incapacité permanente une rente. Je mets tout ça rapidement. Et ça existe aussi pour les salariés et les exploitants du régime agricole. J'insiste là-dessus, les exploitants du régime agricole, c'est-à-dire des indépendants, sont les seuls indépendants qui bénéficient automatiquement d'un système d'assurance obligatoire des accidents du travail et des maladies professionnelles depuis 2002. Donc c'est assez récent aussi dans l'histoire. L'histoire que je vous raconte, elle est là à la fois très ancienne et très récente. Donc je ne vais pas insister beaucoup plus sur ce dispositif, simplement vous dire qu'il a une double finalité de réparation des maux du corps liés au travail et à la fois une finalité de prévention. Les collègues de la MSA tout à l'heure ont fait la distinction entre prévention primaire et prévention secondaire. Ce qu'on appelle la prévention primaire, je ne sais pas si tout le monde le sait très, très clairement, mais c'est quand on fait de la prévention pour éviter que le risque se réalise. Voilà. Et après, il y a la prévention primaire, secondaire et tertiaire, c'est le risque est réalisé, qu'est-ce qu'on fait, en gros. Et donc, l'idée qu'il y avait derrière les législateurs en 1919, les parlementaires qui ont créé le système des maladies professionnelles, c'est qu'on va faire un lien entre la prévention et la réparation. Pourquoi ? Parce que si ça coûte cher aux employeurs de réparer les maladies liées au travail, ça va les inciter financièrement à mettre en place des mesures de prévention. C'est ça la philosophie qu'il y a derrière. Mais pour que ça marche, cette philosophie, il faut qu'il y ait une reconnaissance bonne des maladies du travail. C'est-à-dire qu'il faut que les statistiques de maladies du travail reflètent la réalité des liens entre les dégâts du travail et les expositions professionnelles à des risques du travail. Et le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Il y a, et ça c'est très connu, je vous montre là le titre d'un bouquin auquel j'ai collaboré, mais qui a été fait par beaucoup de chercheurs, qui s'appelle, de façon un peu provocante, 100 ans de sous-reconnaissance des maladies professionnelles. C'est-à-dire que depuis 1919, depuis que ce système existe, en fait, il y a plein de mécanismes qui vont faire qu'il y a peu de maladies qui sont en fait reconnues comme maladies professionnelles par rapport au nombre de maladies auxquelles on pourrait s'attendre, enfin dont on pourrait s'attendre qu'elles devraient être reconnues au regard des données toxicologiques, épidémiologiques, ergonomiques de la science. Alors pourquoi il y a ce décalage entre le nombre de maladies reconnues et le nombre de maladies auxquelles on pourrait s'attendre? Il y a plein de mécanismes qui l'expliquent. C'est vrai pour les maladies professionnelles, mais je reviens aussi à ce que disaient les collègues tout à l'heure de la MSA. C'est vrai aussi pour les accidents du travail. Tous les accidents du travail ne sont pas déclarés par les salariés qui ont des accidents, notamment dans le milieu agricole, et pas que dans le milieu agricole, mais notamment dans tout ce qu'on appelle les TPE, c'est-à-dire les très petites entreprises, qui sont des entreprises avec des salariés qui sont souvent très proches de leur patron, parfois des salariés très précaires, etc. Il y a beaucoup d'accidents, comme de maladies, qui pourraient être reconnus comme accidents du travail, qui sont en fait pas déclarés. Alors je vous parle pas des accidents graves qui sont impossibles à cacher, mais je suis sûr que parmi vous, sur votre exploitation, les salariés ne déclarent pas à chaque fois un accident quand ils se font une petite coupure au doigt, quand ils se foulent la cheville, etc., etc. Voilà. Donc, et ça rend invisible dans les statistiques, ça rend invisible les accidents et les maladies dans les comptes accidents du travail, maladies professionnelles des branches de sécurité sociale concernées, et donc ça n'incite pas à la prévention. Donc ce lien, il est un petit peu ténu. Je vais concentrer aujourd'hui ma présentation sur le cas des agriculteurs. Avant de vous parler des agriculteurs, vous donner quand même un ordre de grandeur de cette sous-reconnaissance, qui n'est pas du tout anodin. On estime, par exemple, si on prend le cas des cancers professionnels, tout régime confondu, donc c'est à la fois le régime général et le régime agricole, qui a aujourd'hui encore plus de 2 millions de salariés qui sont exposés régulièrement à des produits cancérogènes, avec une distribution sociale qui n'est pas homogène. Évidemment, moi,
enseignant-chercheur, parisien, etc., je suis pas exposé à des produits cancérogènes. C'est plutôt les travailleurs de l'industrie, les travailleurs agricoles, etc. Il y a chaque année, on estime, les épidémiologistes, c'est pas moi, 15 à 30 000 cas de cancer qu'on pourrait estimer être en lien avec des expositions à des cancérogènes professionnels. En vérité, il y en a moins de 2000 qui sont reconnus comme maladies professionnelles. Et si on écarte les maladies professionnelles liées à l'amiante, qui sont le risque le plus connu, et donc le plus surveillé, et donc le plus identifié, il y a quelques centaines hors amiante de maladies professionnelles qui sont reconnues chaque année. Si on fait le delta, ça veut dire que vous voyez, il y a tous les ans au moins 13 000, au moins, et c'est les fourchettes basses, 13 000 cancers professionnels qui ne sont pas reconnus comme maladies professionnelles, alors qu'ils pourraient l'être comme maladie professionnelle. Donc c'est une sous-reconnaissance, c'est une sous-déclaration qui est massive, qui est un fait qui est bien connu, qui est tellement bien connu qu'il y a plusieurs rapports de la Cour des comptes depuis des années qui le décrivent, qui l'explicitent, et que ça donne lieu, par exemple, pour le régime général, à des reversements de la branche accident du travail et des maladies professionnelles, qui récupère les cotisations des employeurs censés financer les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette branche-là doit reverser de l'argent au régime général, parce que si les malades qui sont des malades industriels ne sont pas reconnus en malades professionnels, qui c'est qui paye? C'est la collectivité, c'est l'assurance maladie générale en France. Dans d'autres pays, il n'y a pas forcément cette assurance maladie qui couvre aussi bien les risques de santé. Mais en France, on a la chance d'avoir une sécurité sociale qui permet à beaucoup de gens d'être couverts très largement pour des risques de santé. Mais du coup, ça veut dire que c'est la collectivité qui paye plutôt que les employeurs. Et donc, du coup, ça met en défaut, ce que je vous disais, ce lien qui, en 1919, était pensé entre prévention et réparation. C'était mon introduction sur la sous-reconnaissance des maladies professionnelles. Et maintenant, je vais vous parler d'un cas particulier sur lequel j'ai travaillé, moi, depuis une quinzaine d'années, qui est celui des maladies professionnelles liées à l'exposition aux pesticides, notamment et pratiquement en agriculture. Il y a plein de mécanismes, et donc moi, je me suis intéressé à ça. Quels sont les mécanismes qui vont expliquer qu'il y a un décalage entre ce que nous disent les épidémiologistes et ce qu'on observe sur le terrain dans les statistiques de déclaration et de reconnaissance des maladies professionnelles. Il y a plein de mécanismes qui sont pas propres au monde agricole. Et donc, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est plutôt d'insister sur ceux qui sont un peu propres au monde agricole, puisqu'on est dans une chambre d'agriculture. Et je vais présenter ces mécanismes en 3 temps, en rappelant qu'il y a des mécanismes qui sont liés à la production de connaissances scientifiques. Comment se produit la connaissance scientifique, en fait, pour faire le lien entre dégradation de la santé et exposition aux pesticides? Qu'est-ce qu'on sait? Et comment on sait ce qu'on sait, mais aussi qu'est-ce qu'on ne sait pas? Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a le mécanisme de traduction de ces connaissances scientifiques en tableau de maladies professionnelles, parce que si vous avez suivi ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, il y a, pour qu'il y ait reconnaissance facile, il faut qu'il y ait des tableaux. Et en fait, il y a un décalage fort entre les tableaux qui existent et l'état des connaissances scientifiques. Et pourquoi il y a ce décalage? Et puis après, il y a des mécanismes qui sont liés au recours au droit ou au non-recours au droit des assurés sociaux. C'est-à-dire, est-ce qu'ils font des déclarations? Est-ce qu'ils vont jusqu'au bout de leurs déclarations? Et ça, c'est encore d'autres mécanismes. Et il y a des mécanismes sociaux qui sont un petit peu propres au monde agricole là-dessus, selon moi. Sur la production des connaissances scientifiques. Produire des connaissances scientifiques sur les effets sanitaires des pesticides, c'est pas facile. C'est pas facile pour plein de raisons. Alors, c'est pas facile pour tous les effets. On vous parlait de Phytatitude tout à l'heure. Phytatitude, c'est un dispositif de recueil des données sur les intoxications aiguës. Et donc, on va dire que vous utilisez un produit pesticide sur votre exploitation, vous avez une irritation au niveau du nez, des problèmes de peau, des problèmes dans les yeux, ça se voit. On peut faire le lien entre les deux. Le problème des pesticides, c'est que c'est des substances qui sont très très nombreuses. Quand on dit pesticides, on parle en fait de produits commerciaux très variés avec des substances actives très nombreuses, des coformulants très nombreux aussi, et donc plusieurs milliers, si on fait l'histoire de la diffusion des pesticides dans les pays qui en utilisent, avec des effets qui peuvent être différés, et donc là on parle des maladies chroniques, et des effets qui sont non spécifiques. C'est-à-dire, en gros, pour le dire simplement, il n'y a pas de maladie signature des pesticides. Vous n'avez pas un cancer de la prostate avec des marqueurs biologiques qui vont vous montrer que ce cancer de la prostate-là, il est lié à une exposition aux pesticides. Vous n'avez pas de maladie de Parkinson qui vous montre que cette maladie-là, elle est liée à la maladie de Parkinson. Et en fait, c'est très rare en santé, des maladies ce qu'on appelle signatures. Moi, à ma connaissance, il y en a une qui est un peu massive, c'est le cancer de la plèvre lié à l'exposition à l'amiante. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi que l'amiante est particulièrement reconnu, c'est que si vous allez chez un médecin et que vous avez un cancer de la plèvre et que vous avez été exposé à l'amiante,
il n'y a pas trop de doute, c'est l'amiante qui vous a créé votre cancer. Si vous allez chez un médecin et que vous avez une leucémie et que vous avez été exposé aux pesticides, ça peut être les pesticides, ça peut être le tabac que vous avez fumé, ça peut être du benzène auquel vous avez été exposé dans votre travail. Il y a plein de facteurs de risque et c'est pas spécifique et tous ces facteurs de risque peuvent s'additionner. Ce qui fait que ça crée des difficultés méthodologiques particulières pour les épidémiologistes pour essayer de mesurer le lien entre les maladies déclarées et les expositions à des facteurs de risque. Ça crée des problèmes méthodologiques particulièrement forts. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas produire de connaissances, mais ça veut dire qu'on ne peut produire des connaissances qui sont toujours fragiles, contestables, et à long terme aussi, puisque vous voyez, les maladies IFF, il faut attendre qu'elles se réalisent pour pouvoir les étudier véritablement, en tout cas si on fait des études de cohorte. À cela se rajoutent d'autres problèmes qui sont liés un petit peu à l'histoire des sciences. Mettez-vous dans la tête d'un épidémiologiste, pourquoi il étudierait les pesticides et la santé des travailleurs ? Il y a plein d'autres sujets sur lesquels il peut travailler. Il peut travailler sur le tabac et la santé de la population. Et donc, historiquement, si je le dis simplement, c'est arrivé assez tardivement que les épidémiologistes se mettent à travailler sur les questions des pesticides et de la santé des travailleurs. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est compliqué de travailler sur les milieux agricoles. Les populations sont plus explosées d'un point de vue géographique. Si je suis épidémiologiste, ça veut dire que je dois aller chercher les gens dans des territoires. Vous imaginez, là, faire une enquête épidémiologique en Ardèche, avec toutes les vallées qu'il faut traverser pour aller voir les gens, les faire venir, c'est compliqué. C'est beaucoup plus simple de faire une enquête épidémiologique, je vous dis ça parce que c'est la première étude épidémiologique en santé-travail qui a été faite en France, dans une grosse usine avec plein de travailleurs qui sont au même endroit que je peux interroger. Et c'est ce qui s'est passé. Les premières études épidémiologiques, elles concernent d'abord le milieu industriel, d'abord les grandes entreprises, d'abord des facteurs de risque connus. Il y en a une qui est connue, par exemple, qui s'appelle de Marcel Goldberg, qui c'est les cohortes Gazelle, qui se faisaient à EDF. C'est plus facile de travailler sur les travailleurs de EDF que de travailler sur les agriculteurs. Et puis, en plus, les populations qui sont exposées aux pesticides en agriculture, il y a les exploitants qui, en général, ne changent pas trop de lieu d'habitation, mais il y a plein de travailleurs agricoles autres, des saisonniers, des intérimaires, et eux, ils bougent. Et donc, les suivre, c'est très compliqué, en fait. Donc, produire des données épidémiologiques sur santé au travail en agriculture, c'est compliqué, et sur les pesticides aussi. Et puis, il y a un autre facteur qui a beaucoup découragé pendant très longtemps les épidémiologistes de travailler sur santé au travail et pesticides, c'est le fait que les agriculteurs sont des gens qui sont plutôt en bonne santé quand on compare les indicateurs de santé sur plein de pathologies par rapport au reste de la population. Alors, pas par rapport au risque de dépression ou de suicide, comme on vient de le voir, mais par rapport au risque de cancer, les agriculteurs ont moins de cancer que le reste de la population. Pourquoi ? Parce qu'ils fument moins. En fait, historiquement. C'est vraiment la consommation de tabac, c'est un facteur massif d'augmentation de risque de plein de pathologies. Et le fait que les agriculteurs fument moins fait que on voit pas trop apparaître, quand on regarde la prévalence, l'incidence de maladies cancéreuses, par exemple, en agriculture, on voit pas apparaître la population agricole comme une population particulièrement à risque. Et les épidémiologistes, ils préfèrent aller voir des populations qui ont l'air à risque. Et donc, pendant très longtemps, en fait, il y a très peu d'épidémiologistes qui se sont intéressés à ces questions-là. Et les premières enquêtes épidémiologiques qui ont commencé à vraiment, avec des cohortes, avec des gros protocoles, à s'intéresser aux effets des pesticides sur la santé des travailleurs, c'est arrivé que dans les années 80 aux États-Unis avec la cohorte Agricultural Study. Et puis, plus tardivement, en France, la grosse cohorte qu'on a en France, c'est Agrican. Vous avez peut-être certainement entendu parler de ça, en tout cas la MSA a financé, etc. Agrican s'est mis en place en 2005. Les pesticides, on en utilise depuis la fin du 19e siècle et massivement depuis les années 70. Donc, vous voyez le delta temporel qu'il peut y avoir, ce qui fait que les savoirs sont arrivés assez tardivement, en fait. Et puis, il y a un troisième élément qui va jouer dans le retard de la production des connaissances sur les effets sanitaires des pesticides, c'est que les pesticides, ça fait partie des rares produits, je vais revenir là-dessus sur les démarches de déclaration, qui sont pas diffusés dans la nature comme ça, sans évaluation préalable. En fait, il y a ce qu'on appelle, et ça vous le savez tous, une autorisation de mise sur le marché qui existe en France depuis 1943 au moins. Ce qui fait qu'il y a quand même un signal qui est envoyé par les autorités, c'est si vous vous intéressez aux pesticides, vous vous intéressez à des substances qui ont déjà été évaluées pour leur toxicité, qui ont été mises sur le marché, en faisant l'hypothèse que oui, c'est des substances dangereuses, mais elles ne posent pas de risques qui soient des risques incontrôlables pour la santé des utilisateurs ou des personnes qui y sont exposées. Et donc ça a aussi découragé les scientifiques qui se sont dit, mais on va plutôt étudier des substances qui ne sont pas réglementées. Parce que là, on peut penser qu'il y a plus de risques, plus de réalisations. Là, ces substances sont très réglementées. En plus, il y a eu des renforcements successifs de la réglementation en 91, en 2009.
Donc, comment penser un produit autorisé comme susceptible de créer des maladies? Ça, c'est une chose qui peut retarder la création de savoir. Un troisième élément sur la production de connaissances, je ne pouvais pas faire une présentation sans évoquer ça. C'est difficile d'avoir des connaissances stabilisées sur le lien entre pesticides et santé au travail, parce que c'est aussi un champ d'action, les pesticides, un type de produit, qui est caractérisé par la présence d'acteurs industriels très puissants, les firmes de l'agrochimie, pour le dire très simplement, qui développent, et ça c'est bien documenté, alors là je vous ai mis, si vous voulez regarder, je ne vais pas rentrer dans le détail, un article qui est paru récemment, qui a fait une analyse de littérature de tout ce qu'on sait sur les stratégies mises en place par les firmes de l'agro-industrie pour essayer de entretenir artificiellement l'incertitude sur la dangerosité des produits qu'ils mettent sur le marché, des tactiques variables, financer des recherches favorables, contester des études défavorables, attaquer des scientifiques ad hominem. Et tout ça crée beaucoup de doutes autour des substances pesticides et de leurs effets sur la santé. C'est pas propre à l'industrie des pesticides, hein. L'industrie du plomb l'a fait, l'industrie du tabac l'a fait. Et quelque part, moi je dis souvent de façon un peu provocante, ça me choque pas beaucoup plus que ça, que des industries qui gagnent de l'argent avec des produits qu'ils mettent sur le marché essayent de par tous les moyens d'entretenir ces produits sur le marché. Ce qui me choque le plus, c'est qu'elles ne soient pas fortement condamnées quand ces malversations sont connues et que les autorités réglementaires se laissent un petit peu faire. Voilà. Alors, on parle beaucoup du glyphosate à cet égard-là, parce que c'est la substance qui est encore autorisée et qui fait l'objet d'une controverse intense pour savoir est-ce que le glyphosate est cancérogène, est-ce que c'est pas cancérogène. Bon, il y a des travaux de chercheurs qui ont montré que Monsanto a développé beaucoup de stratégies pour essayer d'entretenir le doute autour de la cancérogénicité du glyphosate. Mais je voudrais simplement dire que c'est pas propre au glyphosate. Moi, j'ai fait un petit peu d'histoire, un petit peu d'archives. Quand les arsenicaux ont été interdits, l'industrie chimique a monté des think tanks autour des arsenicaux pour montrer que les arsenicaux n'étaient pas dangereux. Le DDT, c'est pareil. L'atrazine, c'est pareil. Donc des produits qui aujourd'hui sont plus contestés comme étant des produits problématiques d'un point de vue sanitaire, ont fait à chaque fois de l'objet d'investissements par des industriels qui ont essayé de, en fait, pas d'éviter que ces produits à terme soient interdits, mais d'éviter qu'ils soient interdits trop tôt, parce que la stratégie industrielle est de garder des produits sur le marché le temps d'accroître le délai de rentabilité. Ça, c'est ce qui explique, si vous voulez, la difficulté à produire des connaissances et à produire un accord collectif sur l'état des connaissances sur le lien entre pesticides et santé. Alors aujourd'hui en France, on a de la chance, c'est qu'il y a eu ces dernières années un travail collectif qui a été fait par des scientifiques pour essayer quand même de faire un état des lieux. Et ce travail, vous pouvez le trouver dans deux expertises collectives hébergées par l'INSERM, l'Institut national de recherche sur la santé médicale, paru en 2013 et en 2021, pesticides et effets sur la santé. Qu'est-ce que montrent ces rapports? Ils montrent qu'il y a des liens avérés avec des présomptions fortes entre exposition aux pesticides et certaines pathologies. Je vous les évoque là rapidement, les lymphomes non-Hodgkiniens, le myélome multiple, le cancer de la prostate, la maladie de Parkinson, les troubles cognitifs, les bronchopneumopathies chroniques obstructives, BPCO, et les bronchites chroniques, et aussi la maladie de Parkinson et les troubles cognitifs. Okay, il y a des liens identifiés, mais avec une présomption moyenne, entre d'autres maladies et l'exposition professionnelle aux pesticides, la maladie d'Alzheimer, les troubles anxio-dépressifs, certains cancers, l'asthme, les sifflements respiratoires et des pathologies thyroïdiennes. Quand ils font une expertise collective, les chercheurs de l'INSERM, ils ne se basent pas sur une étude. C'est pas comme ça que ça fonctionne la science. La science, c'est on regarde, il y a, je sais pas, sur un sujet 12 études, certaines qui vont montrer qu'il y a un lien, d'autres qui vont montrer qu'il n'y a pas de lien, mais si on met tout ça à bout, où va la présomption? Voilà, où ça va? Alors, quand on vous dit présomption forte d'un lien, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire l'INSERM quand elle dit ça? Elle dit, en gros, on n'a pas trop de doute sur le fait qu'une exposition professionnelle aux pesticides augmente, par exemple, le risque de myélome multiple. On n'a pas trop de doute là-dessus. Ça ne veut pas dire que ça l'augmente fortement. Les surrisques qui sont retrouvés dans la littérature, ils peuvent être de 1, 2, 1, 3. Ça veut dire qu'en étant agriculteur, vous avez, si vous l'utilisez professionnellement les pesticides, à l'échelle populationnelle, 30% ou 20% de plus de chances de développer un myélome que quelqu'un qui n'aurait pas été exposé professionnellement aux pesticides. C'est ça que ça veut dire un surrisque. Donc c'est pas des surrisques forcément tous massifs. On n'est pas sur des ordres de grandeur, par exemple comme celui du tabac,
où le risque relatif il va être de 7 ou 8. Donc là, c'est beaucoup plus grand, 700, 800%, vous voyez. Mais ça veut dire qu'en tout cas, les données sont assez robustes. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça ne dit rien, et je vais revenir là-dessus, sur le lien entre la pathologie d'un individu et son exposition professionnelle aux pesticides. On connaît tous des fumeurs qui ont fumé toute leur vie, qui ne développent pas de cancer, ou des gens qui n'ont jamais fumé de leur vie et qui développent un cancer. Donc, ces pathologies dont on parle, c'est des pathologies multifactorielles. Et donc là, c'est des données qui réfléchissent à l'échelle populationnelle, qui parlent d'un surrisque, d'une augmentation de la malchance d'avoir telle ou telle pathologie. Et donc, tout ça peut apparaître fragile, mais quand on observe ces données-là, c'est des données qui sont assez solides d'un point de vue scientifique, quand même. Donc ça, c'est la production de connaissances, et donc on pourrait se dire, bah voilà, aujourd'hui, on a des connaissances assez solides, d'une présomption forte d'un lien entre l'exposition aux pesticides et certaines pathologies. Est-ce que ça s'est traduit par la création de tableaux? Et oui, ça s'est traduit par la création de tableaux. De certains tableaux, mais pas de tous. Donc là, il y a il y a une deuxième, donc vous comprenez, j'essaie de comprendre la sous-reconnaissance des maladies professionnelles. Il y a une première réduction qui est qu'il y a plein de situations d'exposition qui ne sont pas étudiées par la science. Il y a plein de pathologies qui ne sont pas étudiées par la science, et donc celles-là ne feront jamais l'objet d'un tableau de maladie professionnelle. Donc c'est une première explication à la sous-reconnaissance. La deuxième explication, c'est qu'est-ce qu'on fait des connaissances qu'on a? Est-ce qu'on les traduit en tableaux de maladie professionnelle? Est-ce qu'on crée des tableaux de maladie professionnelle? Alors, récemment, on a créé en France 3 tableaux dans le régime agricole. Un tableau sur Parkinson et pesticides en 2012, un tableau sur hémopathie maligne et pesticides en 2015, et un tableau, je vous l'ai montré tout à l'heure, sur cancer de la prostate et pesticides en 2021. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de tableau avant sur les pesticides, mais vous voyez, je vous ai mis les tableaux qu'il y avait avant sur pesticides. C'est un tableau en 2010 sur l'arsenic, sur les organophosphorés, sur le mercure. Tous les tableaux qu'il y avait jusqu'aux années 2010, c'était des tableaux qui ne s'intéressaient qu'aux maladies aiguës. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, puisqu'il n'y avait pas de savoir, puisqu'il n'y avait pas de visibilité de cette question-là, on avait une prévention et une réparation qui étaient vraiment centrées sur les problèmes aigus. Ça a changé récemment, à la fois parce que il y a eu des connaissances scientifiques qui ont été rendues de plus en plus disponibles, mais aussi parce que il y a eu un travail politique pour traduire ces connaissances en droit pour les assurés sociaux. En gros, ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que quand il y a des connaissances disponibles, les partenaires sociaux, les représentants de salariés, de syndicaux, de patrons, ceux de travailleurs, l'État, peuvent ou ne décider de créer ou de ne pas créer de tableau de maladie professionnelle. Et quand ils décident de créer des tableaux de maladie professionnelle, ils prennent en compte le contexte politique. Est-ce qu'il y a des gens qui se plaignent qu'il n'y ait pas de tableau? Ils prennent en compte le coût financier éventuel. C'est plus facile, par exemple, de créer un tableau de maladie professionnelle s'il coûte pas cher. Si c'est des pathologies qui vont coûter très très cher, les syndicats d'employeurs vont dire « Attendez, nous, ça va augmenter nos cotisations de façon trop grande. » Donc, ils vont plutôt freiner pour la création de tableaux de maladie professionnelle. Donc, la traduction, elle se fait pas automatiquement. C'est une négociation qui mélange des arguments politiques, des arguments économiques, des arguments scientifiques. Et tout ça, pendant très longtemps, se faisait un petit peu à huis clos. Maintenant, c'est un petit peu plus ouvert. Mais c'est important à avoir en tête parce que alors c'est pas propre là encore au régime agricole, c'est aussi près dans le régime général. Il y a beaucoup de cancérogènes avérés, par exemple, qui ne font pas l'objet de tableaux. Si vous prenez la liste des cancérogènes avérés qui sont listés par le Centre international de recherche sur le cancer, il y a des cancérogènes avérés, des situations d'exposition avérées au travail qui créent des cancers. Et en fait, les partenaires sociaux n'ont jamais réussi à se mettre d'accord pour créer un tableau de maladie professionnelle. Je peux revenir sur la présentation précédente, on vous a parlé du suicide et du mal-être agricole. Les travaux qui montrent qu'il y a un lien entre des facteurs de risque professionnel et le stress au travail, il y en a beaucoup des travaux qui montrent ça, il y a une espèce de consensus scientifique autour de ça. Pourtant, la question de créer un tableau RPS, on pourrait l'appeler comme ça, risques psychosociaux, ne s'est jamais traduite par la création d'un tableau de RPS. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Ça, c'est pas à moi de décider, mais je constate juste qu'il y a un décalage entre les connaissances scientifiques et la création des tableaux de maladies professionnelles. Alors, en agriculture, pourquoi on a créé des tableaux de maladies professionnelles récemment? Parce qu'il y a eu, au cours des années 2010, un certain nombre d'acteurs qui ont milité pour la création de ces tableaux-là et qui se sont appuyés notamment sur les connaissances scientifiques qui étaient de plus en plus disponibles. Alors, ces acteurs-là, moi, je les ai suivis avec mon collègue, on a suivi leur travail. C'est une association, par exemple, qui s'appelle Phytovictimes. C'est d'autres associations, comme les collectifs des victimes des pesticides de l'Ouest. C'est des associations environnementales, c'est des juristes, des cabinets d'avocats,
c'est certains syndicats agricoles, la Confédération paysanne a poussé pour la création des tableaux de maladies professionnelles, par exemple. Et tout ça a fait qu'un sujet qui était pas discuté publiquement, hein, si vous lisiez la presse dans les années 80, 90, il n'y avait aucun article sur lien entre pesticides et maladies, exposition aux pesticides et maladies des agriculteurs. Ce sujet s'est fait politiser et c'est devenu impossible, si vous voulez, pour l'État de ne pas créer de tableau de maladies professionnelles, de ne pas mettre à l'agenda politique la création de tableaux de maladies professionnelles. Donc c'est une lutte, c'est toujours une lutte avec des intérêts divergents. La création de tableaux de maladies professionnelles. Et en agriculture, alors, cette lutte, elle est un peu moins violente que dans le régime général. Hein, quand on regarde les travaux qui se sont intéressés, par exemple, aux négociations dans les commissions paritaires qui s'occupent des tableaux du régime général ou du régime agricole, elle est un peu moins violente. Pourquoi? Parce que les représentants syndicaux des patrons, donc aujourd'hui la FNSEA, la Confédération paysanne, la coordination rurale, en fait, ont plus de difficultés que les représentations syndicales des grandes entreprises à s'opposer à la création de tableaux maladies professionnelles parce qu'en fait, leurs conditions de travail, les gens qui sont dans ces syndicats, sont assez proches de celles de leurs salariés. Et ils sont près du terrain. C'est pas des gens qui sont dans les bureaux. Et donc, on va dire que c'est plus facile de créer des nouveaux tableaux dans le régime agricole que de créer des tableaux dans le régime général. Donc là, je vous ai parlé de deux facteurs qui expliquent la sous-reconnaissance, la difficulté à créer des connaissances, la sous-reconnaissance, ouais, la difficulté à créer des connaissances et la traduction de ces connaissances en tableau de maladies professionnelles. Une fois que ces connaissances sont créées en tableau de maladies professionnelles, il faut que les personnes qui sont victimes, c'est-à-dire les agriculteurs, les salariés agricoles, qui ont une maladie qui peut être reconnue en maladie professionnelle parce qu'elle fait l'objet d'un tableau, en fait, ils activent leurs droits. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La déclaration de maladie professionnelle, c'est à l'initiative des personnes qui sont concernées. Ils doivent déclarer auprès, aujourd'hui, du Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, qui est rattaché à la mutualité sociale agricole. Ils doivent déposer une demande de reconnaissance en maladie professionnelle. S'ils ne le font pas, leur employeur n'a pas d'obligation de le faire. Le médecin qui les voit en consultation n'a pas d'obligation de les forcer à faire une déclaration de maladie professionnelle. Donc, en gros, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils le font? Est-ce que les agriculteurs qui tombent malades font des déclarations en maladie professionnelle quand ils peuvent le faire? Et la réponse est oui, ils le font de plus en plus, mais il y en a beaucoup qui le font toujours pas. Voilà. Et les raisons pour lesquelles ils le font toujours pas, moi, je me suis beaucoup penché sur cette question-là. Je vais revenir là rapidement, puis je vais vous parler d'une recherche qui aborde un autre point qui est plus récente. J'ai beaucoup travaillé là-dessus avec un collègue qui s'appelle Jean-Noël Jouzel. On en parle dans un bouquin, là je vous mets la couverture, l'agriculture empoisonnée, le long combat des victimes des pesticides. Et en fait, pour faire ce bouquin, on a rencontré des dizaines et des dizaines d'agriculteurs dans différentes régions, agriculteurs qui étaient malades et qui pouvaient faire des demandes de maladies professionnelles puisque leur pathologie était présente dans des tableaux de maladies professionnelles. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est pas si simple pour des agriculteurs de faire des déclarations de maladies professionnelles pour plein de raisons. Première chose, beaucoup d'agriculteurs, c'est pas parce qu'il y a des tableaux qui sont au courant que ces tableaux existent. Voilà, tout simplement, même la notion de maladie professionnelle, la notion de présomption d'origine, hein, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est des notions qui sont un peu compliquées. Et en fait, les agriculteurs sont pas toujours au courant de leurs droits à cet égard-là. Quand je dis agriculteurs, là, j'entends les salariés agricoles et les exploitants agricoles. Hein. Ils sont pas toujours au courant de leurs droits et ils ont d'autant moins tendance à y penser à ces droits-là que, en fait, on leur présente depuis qu'ils sont en activité, les pesticides comme des produits réglementés et autorisés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, comment c'est possible qu'un produit qui a été autorisé, encadré, réglementé, me rende malade? Ça crée une espèce de dissonance cognitive qui est pas si simple. Hein. C'est renforcé cette difficulté par le fait que pendant très longtemps, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais jusqu'aux années 2010, c'était vrai, il y avait beaucoup de discours de prévention qui étaient tenus, qui avaient tendance à faire porter la prévention du risque chimique, et notamment du risque pesticide, sur les bonnes pratiques agricoles, le fait de porter des EPI, notamment donc des équipements de protection individuelle, des gants, des combinaisons, des masques. Et donc, être malade, c'était un petit peu reconnaître qu'on n'avait pas bien utilisé ces EPI.
Et donc, ça a créé un problème de responsabilité, de culpabilité par rapport à sa façon de travailler. Troisième, on pourra revenir sur les EPI si vous voulez dans la discussion, mais c'est un enjeu important. Troisième, ou troisième que je dis ici comme ça, troisième chose, on l'a déjà évoqué, le travail agricole, c'est un travail familial. Et donc, si je tombe malade du fait de mon exposition aux pesticides, je tombe malade du fait d'une substance qui a été utilisée sur mon exploitation familiale, qui est parfois mon milieu de vie. Et je ne sais pas, en plus, puisque la maladie se déclare 20 ans ou 30 ans après l'exposition, si cette maladie, elle est liée, d'ailleurs, je ne sais jamais si elle est vraiment liée aux pesticides, parce que je vous ai dit, à l'échelle individuelle, on ne peut pas savoir, vraiment. C'est toujours à l'échelle populationnelle qu'elle est sur risque. Mais je ne peux pas savoir si, par exemple, elle est liée à mon exposition à moi, liée à mes traitements à moi, ou si elle est liée, par exemple, au traitement que faisaient mes parents quand j'étais un aide sur l'exploitation familiale. Et donc, si je déclare une maladie professionnelle, est-ce que c'est pas une forme de remise en cause des pratiques de prévention de mon père ou de ma mère? Et puis, si je me suis rendu malade en traitant, est-ce que, quelque part, j'ai mis en danger mes enfants? Donc ça vient, et je vais revenir là-dessus, traverser des logiques de prévention qui sont aussi des logiques de gestion du risque, mais qui n'est pas que professionnelle, qui est aussi familiale. Et donc ça rend compliqué le fait de parler de ces questions-là. Alors, il y a des facteurs de non-recours au droit qui sont propres à tous les travailleurs agricoles, exploitants comme salariés. Je m'appuie aussi sur le travail d'un certain nombre de collègues, par exemple Frédéric Descos, Nadège Agossé-Degbello, qui se sont focalisés sur l'exposition aux pesticides des travailleurs salariés agricoles, notamment dans des zones de fort recours à une main-d'œuvre intérimaire, saisonnière. Pour ces gens-là, c'est encore plus dur, parce que souvent ils parlent pas toujours français, ils sont pas toujours en France quand les maladies se déclarent. Ils sont pas conscients de leurs droits, ils ont des expositions qui sont intermittentes et qui sont souvent indirectes, plus difficiles à caractériser. Tout ça fait que pour eux, monter des dossiers de reconnaissance, c'est particulièrement dur. Donc vous voyez, tous ces mécanismes qui se surajoutent aux deux grands autres mécanismes vont créer de la sous-déclaration et de la sous-reconnaissance des maladies professionnelles. Je ne vais pas être que négatif. La politisation du sujet, le fait qu'on en parle, par exemple, aujourd'hui dans une chambre d'agriculture, moi je suis très content. Le fait qu'il y a eu des articles dans la France agricole, des presses professionnelles qui sont assez généralistes. C'est une très bonne avancée, à mon avis, pour parler de ces sujets-là. Et puis, ça se voit aussi dans les statistiques. Là, je vous ai mis un extrait d'un tableau qui est issu du dernier rapport d'activité du Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, qui gère aujourd'hui, qui centralise les demandes de reconnaissance au niveau national. Ce que vous pouvez regarder, c'est les lignes du bas, surtout. Vous voyez, en 2021, il y avait 326 personnes qui avaient été reconnues. En 2022, 645. En 2023, 671. En 2024, 958. C'est ça, j'ai une vision qui est un peu mauvaise. C'est petit. Mais vous voyez, ça augmente. Et ça augmente pas mal parce que moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet en 2011, il y avait moins de 10 personnes par an qui étaient reconnues. Donc, on a vraiment une augmentation qui est forte, qui est liée à plein de choses. La politisation, la création du fonds, la création des nouveaux tableaux, le fait qu'on en parle, etc., etc. Augmentation indéniable, mais si on reste un petit peu, on rentre dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a toujours une forte sous-reconnaissance des maladies professionnelles liées aux pesticides. D'une part, il y a des demandes qui sont inférieures à celles attendues au regard des données épidémiologiques. Alors, il n'y a pas d'études, ça n'existe pas, il n'y a pas d'épidémiologiste qui a fait ça, il n'y a pas d'études scientifiques complètes qui diraient aujourd'hui combien, si on était cohérent avec les études épidémiologiques, on devrait réparer de malades liés aux pesticides en maladies professionnelles. Il y avait, au moment de la préfiguration de la création du Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, un rapport d'inspection qui avait fait des évaluations, mais vraiment au doigt mouillé, plutôt vraiment très à la baisse, qui avait dit il y a un stock de 7 à 10 000 personnes malades liées à une exposition professionnelle aux pesticides. Donc vous voyez, on est très loin d'avoir écumé le stock. On peut aussi, une façon de montrer qu'il y a une sous-reconnaissance forte, c'est de regarder la distribution géographique des demandes et des demandes de reconnaissance et des reconnaissances. Et vous voyez là en rouge, secteur d'intervention de la MSA, la région française où il y a eu le plus de demandes en France, c'est la Bretagne.
Est-ce que c'est parce que là qu'il y a le plus de victimes? J'en sais rien, en vrai dire. Mais en fait, ça traduit surtout le fait qu'il y a des endroits où il y a des collectifs militants qui se sont particulièrement investis pour aider les personnes, faire de l'information. Et donc, la Bretagne, par exemple, c'est l'endroit où il y a une association qui est très active, qui s'appelle le Collectif des victimes des pesticides de l'Ouest, et qui a fait beaucoup d'informations dans la presse professionnelle, qui accompagne les victimes, etc. Et donc, ça se traduit par des reconnaissances plus fortes. Un autre point où il y a beaucoup de reconnaissance, c'est par exemple le Vaucluse, autour du Vaucluse, là. Pourquoi? Parce qu'en fait, à Avignon, s'est monté un groupement d'intérêt scientifique avec des chercheurs depuis quelques années qui s'appelle le GISCOP 84 et qui a pris tous les malades d'un service d'hématologie, donc les cancers du sang, et qui leur a fait passer des questionnaires et qui les a tous incités, quand ils avaient été exposés aux pesticides professionnellement, à faire des démarches de reconnaissance. Et ils ont montré qu'en gros, ça multipliait par un facteur non négligeable le nombre de personnes qu'on pouvait repérer comme étant, ayant le droit de demander une réparation au titre des maladies professionnelles. Voilà. Donc tout ça, ça montre la sous-reconnaissance. Et puis, point que j'aimerais dire aussi, puisque je ne vais pas développer trop aujourd'hui, mais c'est que les expositions professionnelles aux pesticides, elles ne sont pas qu'agricoles. Et que le droit qui existe, le Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, il n'est pas censé accueillir que les malades qui sont des malades du régime agricole, même si les tableaux de maladies professionnelles, sauf un, les 3 tableaux sont seulement au régime agricole. Donc il y en a 2 qui sont seulement au régime agricole, donc ça rend plus compliqué d'un point de vue procédural pour les gens qui sont du régime général de faire des démarches, mais je passe le cas. Mais juste rappeler que ceux qui peuvent être exposés aux pesticides, ça peut être aussi les travailleurs du bois, les travailleurs des parcs et paysages, les hôtesses de l'air, les personnes qui travaillent dans des chantiers électriques en plein air. J'en discutais dans la voiture tout à l'heure avec quelqu'un de la Chambre, les conseillers techniques agricoles qui font des surveillances dans les champs et qui touchent du végétal sans savoir forcément si les champs ont été traités. Toutes ces personnes-là peuvent être exposés indirectement aux pesticides à des niveaux non négligeables. Donc, il y a une sous-reconnaissance qui persiste. Je vais finir ma présentation en vous parlant d'une recherche qui est en cours, que je mène. Et ça me permet d'enchaîner sur une précision sur le Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Donc, en 2020, s'est mis en place en France le Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, qui a été chargé de centraliser les demandes de reconnaissance au niveau national de toutes les personnes exposées professionnellement aux pesticides et atteintes de pathologies qui sont dans des tableaux de maladies professionnelles. Au moment de la création de ce fonds, le législateur a décidé de créer un nouveau droit qui permettait non seulement aux victimes adultes professionnelles de faire reconnaître leur maladie, mais qui permettait aussi à des familles dont un des enfants est malade de certaines pathologies, enfin c'est pas limitatif dans le droit les pathologies, mais en tout cas à des enfants malades de pathologies possiblement liées aux expositions aux pesticides, de faire reconnaître le lien entre la maladie de leur enfant ou le décès de leur enfant et l'exposition professionnelle des parents. Pourquoi cette possibilité a été ouverte? Donc c'est un droit qui existe aujourd'hui dans le Fonds d'indemnisation des victimes des professionnels des pesticides, de faire reconnaître des maladies pédiatriques, parce qu'il y a des données épidémiologiques qui montrent que il y a des liens statistiques entre l'exposition professionnelle des parents aux pesticides, ça peut être selon les maladies, soit la mère seulement, soit la mère et le père aussi, avec des mécanismes de modification des gamètes, tout ça, entre exposition professionnelle des parents aux pesticides et leucémie, tumeur du système nerveux central, malformation, notamment l'hypospadias, qui est une malformation des organes sexuels, et troubles fente labiopalatine, donc les malformations de la bouche et de la mâchoire, et troubles du neurodéveloppement. Donc des pathologies très larges. Les données qui existent, qui sont compilées par l'INSERM sur ce lien entre exposition professionnelle des parents et maladies pédiatriques des enfants de ces parents exposés aux pesticides, sont des données qui sont un peu plus fragiles que celles qui existent pour les adultes, pour plein de raisons méthodologiques sur lesquelles je vais pas rentrer, ce qui fait qu'il n'y a pas de tableau, par exemple. Il n'y a pas de présomption d'origine comme il y a pour les maladies professionnelles adultes, mais il y a un fonds qui a été créé, et ce fonds, contrairement aux maladies professionnelles d'adultes, n'est pas financé par les cotisations des employeurs, il est financé par une taxe sur les firmes de l'agrochimique. C'est pour montrer un peu leur responsabilité, c'est une forme de reconnaissance symbolique de leur responsabilité dans le fait que il n'y a pas toujours eu une information complètement transparente. Aujourd'hui, ce fonds, il existe depuis 5 ans.
peut-être mes chiffres sont pas tout à fait justes, mais il y a eu une quarantaine de dossiers adressés seulement, dont 12 concernent des enfants mineurs. C'est-à-dire que la plupart des enfants qui ont fait reconnaître leur maladie en maladie pédiatrique sont des adultes aujourd'hui qui ont eu des maladies déclarées dans leur enfance. Ok. Donc c'est très peu. Hein. Et donc, moi, avec mon collègue et d'autres collègues, on a commencé à enquêter. Et on a enquêté dans différents endroits. Notamment, là, je vous montre une photo d'un interview d'un médecin du CHU d'Amiens, le centre hospitalo-universitaire d'Amiens, qui est responsable de la consultation de pathologie professionnelle et environnementale d'Amiens, le docteur Chameau. Et il a monté dans les Hauts-de-France, à Amiens, une consultation spécialisée pour accompagner les familles qui se posent la question, qui pourraient se poser la question du lien possible entre leur exposition professionnelle et certaines pathologies de leur enfant. Et on a développé une collaboration avec des médecins à Nantes, enfin dans d'autres endroits aussi, ce qui nous a permis, avec mes collègues, de commencer une enquête pour essayer de comprendre pourquoi il y avait si peu de demandes. C'est-à-dire, on crée un droit, et finalement, il y a personne qui l'active. Il y a un non-recours massif à ce droit dans les familles concernées, qui sont des familles agricoles et non agricoles. L'hypothèse qu'on fait, et qui est apparue assez vite au cours de notre enquête, donc comment on fait, juste rapidement, moi, mon travail, là, il consiste, sur ce volet-là du travail, parce qu'il y a d'autres volets, mais sur ce volet-là du travail, à aller voir des familles. Donc, j'ai vu une quarantaine de familles d'enfants, où il y a un enfant ou plusieurs enfants malades ou décédés, et où il y a une suspicion que ce décès ou cette maladie est liée à une exposition professionnelle aux pesticides. Et donc, on va voir ces gens, on passe des heures avec eux, où ils nous racontent l'histoire de la maladie, et ils nous parlent aussi de qu'est-ce qu'ils pensent du fonds d'indemnisation, est-ce qu'ils sont au courant, est-ce qu'ils envisagent de faire des démarches de reconnaissance ou pas. Donc on fait ce travail qui est long, qui se fait sur toute la France, qui nous amène aussi à rencontrer des gens qui sont parfois dans des situations, vous comprendrez, pas faciles émotionnellement, ou c'est pas vrai pour toutes les familles, mais ça nous arrive de rencontrer des gens qui sont dans des situations un peu dures. Et une chose qui nous a frappé très rapidement, c'est que systématiquement, quand on parlait avec les enfants avec les parents de la possibilité du lien entre la maladie de leur enfant et une exposition professionnelle qu'ils avaient pu avoir aux pesticides dans leur vie professionnelle, revenait très vite le sentiment de responsabilité, voire de culpabilité qu'ils pouvaient avoir sur la déclaration de la maladie de leur enfant. C'est très dur pour des parents de se dire c'est parce que j'ai fait certains choix professionnels que mon enfant a pu tomber malade. Donc je vous mets là un extrait avec la conjointe d'un paysagiste, mère d'un enfant atteint d'une leucémie, par exemple, qu'on a fait en août 2024, qui nous dit, au tout départ, il me fallait une réponse, je voulais savoir pourquoi. Donc pourquoi mon enfant a une leucémie, ça me hantait. Et en fin de compte, j'en ai parlé avec ma meilleure amie qui est infirmière, et là elle m'a dit quelque chose, et là j'ai stoppé net, je me suis dit, c'est elle qui a raison. Elle m'a dit, si demain on te dit que c'est à cause de ça, donc ça c'est les pesticides et que c'est en lien avec toi, le fait que tu les as utilisés en tant que paysagiste, tu vas dire quoi, que tu as rendu ton fils malade. Elle me dit, tu te rends compte? Elle me dit, tu n'arriveras plus jamais à avoir la même vie qu'avant. Et donc, en fait, cette personne a préféré arrêter tout à fait de se poser la question. Voilà. Elle pourrait faire des démarches, elle pourrait obtenir une reconnaissance, mais elle ne le fait pas. En faisant notre travail, on se pose la question, OK, est-ce que toutes les familles sont dans la même situation ? Et on arrive, là c'est une conclusion un petit peu intermédiaire, donc je vous montre des photos qui ont été prises au cours de l'enquête. Évidemment, les personnes sont d'accord pour soit on montre leur visage, soit qu'on fasse les photos. Donc vous me voyez là à gauche, avec mon collègue, on est en train d'interviewer quelqu'un qui a parlé d'ailleurs dans l'espace public, Alexandre Joly, qui a des polymalformations qui ont été reconnues comme en lien avec une exposition aux pesticides par le Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Ce qui est raconté autour de son histoire, c'est que ce qui nous intéresse, nous, en partie, en tant que sociologue là, c'est de voir que pour cette personne-là, la situation dans laquelle elle est favorise les démarches de reconnaissance. Pourquoi ? Parce que sa maladie, si elle est liée aux pesticides, elle est liée à une exposition de la mère, qui était une exposition où la mère n'avait pas été informée par son employeur qu'elle était exposée aux pesticides. Elle travaillait dans une usine de conditionnement de pesticides. Elle n'avait pas été informée, elle n'avait pas été protégée. Donc la mère, elle peut se déresponsabiliser de la situation. La victime est adulte, il peut faire les démarches lui-même. Donc ça facilite, si vous voulez, les démarches de reconnaissance. Et donc ce qui explique peut-être que là, le dossier a abouti. On peut aller voir d'autres familles où ça se passe pas du tout comme ça, et notamment les familles agricoles. On a plus de mal d'ailleurs à rencontrer des agriculteurs qui veulent pas nous rencontrer, en général. Parce que comment ça se passe ? Nous, on a des médecins qui nous disent « j'ai vu telle famille,
est-ce que qui a telle pathologie qui est possiblement liée aux pesticides, et ils proposent aux familles de nous rencontrer. Et les familles peuvent dire oui, peuvent dire non. Et si elles disent oui, on est mis en contact sans savoir quels sont leurs états de santé, parce qu'il faut préserver le secret médical. Donc voilà, je vous explique un petit peu la tambouille. Mais pour vous dire, c'est pour ça que parfois, nous, il n'y a pas une liste des familles malades de maladies liées possiblement aux pesticides en France. Donc on est obligé de passer par des médecins. Et on s'aperçoit que c'est plus dur de rencontrer des familles agricoles. Et c'est plus dur. Et donc ça explique aussi, certainement, en tout cas ça suggère en tout cas, qu'il y a une sous-reconnaissance plus forte dans le milieu agricole des maladies pédiatriques possiblement liées à une exposition aux pesticides que dans d'autres milieux. Je vous donne un exemple là, qui m'a pas mal marqué. Donc vous voyez des photos qu'on a prises chez les personnes. Donc famille, grande culture, un enfant qui est décédé d'une tumeur du tronc cérébral, un autre enfant qui a d'autres troubles. Et en fait, ces gens-là sont typiquement dans la situation, d'un point de vue épidémiologique ou médical, où elles pourraient obtenir une reconnaissance en maladie professionnelle pour leurs parents et une indemnisation à ce titre-là. Et en fait, elles le font pas. Elles le font pas et ça crée même un gros débat à l'intérieur de la famille entre la mère qui veut faire la démarche et le père qui refuse de faire la démarche. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on a vu pas mal dans les familles agricoles, c'est les oppositions entre les femmes et les hommes aussi. On n'a pas encore complètement abouti dans nos analyses, mais et pourquoi il veut pas faire la démarche de reconnaissance, le père? Parce qu'il dit mais attendez, moi j'ai travaillé, j'étais exposé, ma femme était, ils vivent sur l'exploitation qui est une exploitation familiale. Donc c'est la remise en cause du père, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Deuxième crainte, mais si on fait une déclaration, c'est à la MSA qu'on fait la déclaration. Mais la MSA, ils vont venir nous contrôler après, ils vont informer les autres. Ça veut dire qu'on a mal travaillé. Donc on ne fait pas la démarche. Et puis ils sont dans un moment de reprise de l'exploitation, ils ont d'autres choses à penser. Et en fait, les pesticides, vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est un sujet qui dans le milieu agricole est particulièrement controversé, particulièrement débattu, qui est assez identitaire, qui crée des clivages entre différents groupes d'agriculteurs. Et donc c'est un sujet sur lequel ils peuvent parler avec personne et ils n'ont pas envie de... En fait, le père, en tout cas dans la famille, n'avait pas envie de faire une démarche de reconnaissance en maladie professionnelle pour la maladie pédiatrique de son fils, parce qu'il pensait que s'il faisait ça, à juste ou à mauvais titre, je redis ce qu'il exprime, en fait, c'était une façon de mettre en cause les pesticides et donc de faire le jeu des écolos, de tous ceux qui sont contre le milieu agricole. Alors qu'on pourrait voir la démarche autrement. Déjà, la démarche, si elle aboutit, elle dit jamais que c'est sûr que votre maladie de votre enfant est liée aux pesticides, c'est qu'elle est possiblement liée. Ça vous donne une aide financière pour éventuellement faire face aux difficultés qui accompagnent celle des transformations d'une famille liée à la maladie. Et j'en reviens à ce que je disais au début, quand la loi de 1919 elle a été créée, elle a bien été créée pour faire un lien entre la prévention et la réparation. Et donc, si les gens ne font pas des déclarations de maladie professionnelle, ça ne va jamais inciter les gens qui alimentent ce fonds d'indemnisation à faire attention à ce qu'ils font. Et donc, qui c'est qui alimente là le fonds d'indemnisation? C'est les firmes agrochimiques notamment. D'accord? Donc, il faut toujours penser que faire de la réparation, c'est évidemment il ne faut pas faire que ça pour faire de la prévention, mais ça a un lien avec la prévention et que un des intérêts de faire ce genre de démarche, c'est de nourrir l'effort de prévention. Je vais finir ma présentation. Rappeler une chose, donc je vous ai parlé des maladies, de la sous-reconnaissance des maladies professionnelles liées aux pesticides. Il ne faut pas penser que le monde agricole est complètement particulier. Tout ce dont je vous ai parlé, ça se traduit, ça se voit dans plein d'autres endroits, même s'il y a des enjeux particuliers en milieu agricole sur lesquels j'essaie d'insister. J'espère que ce que ma présentation aura montré, c'est que il est important de parler de ce sujet-là pour mieux le reconnaître, parce qu'il y a un lien entre la reconnaissance et la prévention. Mais il est aussi important de ne pas attendre qu'il y ait de la reconnaissance pour prévenir. Pourquoi? Parce que vous avez compris que si on attend qu'il y ait des études scientifiques sur certaines, si on attend que ces études scientifiques se traduisent en tableau et que les gens qui ont des droits activent leurs droits, soient au courant de leurs droits pour le faire, ça va pas marcher. Donc il faut évidemment faire de la prévention bien au-delà de la réparation et donc parler de tous ces sujets-là collectivement. Je vous remercie.